Le vent murmure dans la nuit, ton souffle doux me poursuit. Les étoiles dansent dans tes yeux, un univers tout à nous deux. Musique d'amour sous la lune, nos cœurs chantent une douce fortune. Chaque note un frisson léger, une symphonie. Célébrons les femmes qui entreprennent, innovent et transforment le monde. Chers amis, partenaires et bâtisseurs d'un monde plus inclusif. Aujourd'hui plus que jamais, les femmes entrepreneurs, techniciennes, ingénieurs et militantes de la durabilité méritent d'être reconnues, soutenues et célébrées. C'est pourquoi Challenge Tech International, CTI, lance le prix Étoile, une distinction internationale dédiée aux femmes leaders engagées dans l'entrepreneuriat, la technologie, l'innovation durable et l'intelligence artificielle. Nos objectifs à travers ce prix: mettre en valeur les femmes leaders, récompenser les femmes qui font preuve d'un leadership remarquable dans l'entrepreneuriat à impact, parce que le talent existe, mais a besoin d'un coup de pouce. Parce que derrière chaque lauréate, il y a un projet qui peut changer une communauté, une ville, un pays. Grâce à vos dons, nous pourrons. Dédié au colloque international Inclusia 2025 et au Gala international de l'innovation responsable, conférence de presse que nous avons le plaisir d'organiser ici à Versailles, symbole de dialogue, de rayonnement et de patrimoine. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour vous présenter cette initiative unique qui place au cœur de sa vision les grands enjeux de notre époque: l'inclusion numérique, l'intelligence artificielle au service de l'humanité, la gestion durable des déchets électroniques et la promotion du leadership féminin dans l'économie circulaire. Le colloque Inclusia 2025 et le Gala Étoile sont bien plus que des événements. Ils sont une tribune pour les idées audacieuses, un lieu de convergence entre l'Afrique, la France et le reste du monde, et une plateforme de reconnaissance pour celles et ceux qui innovent, qui s'engagent et qui transforment le monde de manière concrète et responsable. Cette conférence de presse marque donc le lancement d'un rendez-vous stratégique, fédérateur et inspirant. Elle a pour vocation de vous présenter la vision, les objectifs, les temps forts et les retombées attendues de ces deux événements internationaux. Nous remercions les partenaires, les journalistes, les institutionnels, les experts et les citoyens engagés présents ici ou à distance. Votre intérêt et votre présence nous encouragent à poursuivre cette dynamique collective en faveur d'un avenir plus inclusif, durable et innovant. Nous allons maintenant débuter cette conférence de presse que j'aurai l'honneur d'animer en vous guidant à travers les différentes séquences prévues. Encore une fois, bienvenue et merci d'être là. Nous allons maintenant débuter cette conférence de presse autour de 3 phases. La première, donc la présentation de cette journée du 5 septembre 2025, à laquelle vous êtes tous conviés, qui présentera le colloque, le gala et les prix. Ensuite, 3 quarts d'heure d'intervention autour de nos invités d'honneur et d'une table ronde et de personnalités. Et enfin, on conclura avec un échange avec les journalistes. Je laisse pour commencer donc, la parole à Madame Mariam Berreté, présidente de Challenge Tech International, initiatrice de ce grand projet, qui va prononcer le mot de bienvenue et vous présenter les grandes lignes du colloque. Chers invités, mesdames et messieurs, chers journalistes, partenaires et amis, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse dédiée au colloque Inclusia 2025 et au dîner international de l'innovation, en ma qualité de président de Challenge Tech International. Ce rendez-vous que nous préparons depuis plusieurs mois avec engagement et exigence se tiendra le 5 septembre prochain au Palais du Luxembourg, au lieu emblématique pour porter une parole exigeante, ambitieuse et internationale. Avant toute chose, permettez-moi de vous exprimer notre sincère gratitude pour votre présence ce matin, malgré les ajustements de dernière minute
que nous avons dû opérer. En effet, pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté, nous n'avons malheureusement pas pu maintenir cette conférence de presse dans le lieu initialement prévu, suite à l'orage. Le temps nous ayant été compté, nous avons dû agir dans l'urgence, mais comme vous pouvez le constater, l'essentiel est préservé. Nous sommes ici réunis autour d'une ambition commune, déterminée à suivre nos objectifs avec la même énergie et la même conviction. Je tiens à saluer tout particulièrement nos invités d'honneur. Madame Marie-Noëlle Koyara, ancienne ministre d'État de l'Agriculture, de la Promotion de la Femme, des Armées de la Centrafrique et représentante de la FAO, Côte d'Ivoire, Burkina et Cap-Vert. Monsieur Christophe Giovannetti, secrétaire général de la Déclaration des droits de l'humanité et président de l'UNF, dont les présences aujourd'hui honorent profondément notre démarche. Je tiens à saluer l'engagement de nos nombreux partenaires en France comme sur le continent africain. Le colloque Inclusia n'est possible que grâce à cette coopération multilatérale entre institutions publiques, ONG, entreprises, chercheurs, journalistes, élus et citoyens engagés. C'est cette diversité des profils qui fera la richesse du 5 septembre prochain. Et nous voulons retrouver dès aujourd'hui avec vous, journalistes, qui avez un rôle essentiel pour faire vivre ces sujets dans l'espace public. Car Inclusia, ce n'est pas un simple événement, c'est un projet de société, une plateforme internationale née d'une volonté claire, faire de l'innovation un levier d'inclusion, de durabilité et de justice entre les continents, entre les générations et entre les savoirs. Le thème de cette édition, un pont vers un avenir durable et inclusif, est plus que jamais d'actualité. Nous voulons porter un message fort, celui d'une innovation humaine, consciente de ses responsabilités et ouverte à toutes les voix, y compris celles qui l'on entend trop rarement. Au cœur du colloque, nous traiterons des sujets majeurs, l'inclusion numérique dans les zones rurales, l'intelligence artificielle responsable, l'économie circulaire, la gestion des déchets électroniques, l'innovation urbaine et sociale, et bien sûr la place des femmes dans la transition numérique et écologique. Un projet à portée globale, Inclusia 2025 est un cadre de dialogue entre les acteurs qui refusent de voir l'innovation technologique se développer au détriment de l'humain ou de la planète. Notre ambition est simple mais forte. Faire de l'innovation un pont entre les continents, entre les générations, entre les savoirs, entre les usages. Et surtout faire en sorte que ce pont ne soit pas réservé à quelques-uns, mais qu'il soit accessible, équitable et durable. Inclusia 2025, c'est aussi une reconnaissance. Je suis particulièrement fière de vous annoncer que cette édition accueillera la remise du prix Étoile, un prix qui distingue les femmes remarquables pour leur action dans les domaines de la tech, de l'environnement, de l'entrepreneuriat, des médias, de l'innovation sociale. C'est une manière de valoriser l'excellence, la créativité, le courage, dans les contextes souvent marqués par l'isolement ou la précarité. Inclusia sera un point de départ, un appel à agir, à coopérer, à transmettre. Nous ne voulons pas de solutions toutes faites, nous voulons créer un cadre où les voix se rencontrent, où les contradictions se disent, où les idées se construisent ensemble. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci pour votre présence, votre soutien, vos relais médiatiques et vos engagements. Je vous invite à nous accompagner dans cette dynamique et à être avec nous le 5 septembre pour porter ensemble une innovation humaine durable et partagée. Ensemble,
faisons d'Inclusia 2025 une étape décisive vers une innovation qui unit, qui élève et qui transforme. Je déclare officiellement ouverte cette conférence de presse Inclusia 2025. Merci. Monsieur Elias Arnaud, directeur chargé de projet de Challenge Tech International, va représenter le colloque et le dîner de gala, ainsi que les résultats qui sont attendus. Chers invités, chers partenaires et journalistes et membres de la société civile, avant de commencer, on va tout d'abord faire passer une petite vidéo qu'on a préparée pour l'événement. International est une association internationale engagée dans la lutte contre l'exclusion numérique et la promotion des villes durables. Présente dans 7 pays, notre mission est d'utiliser la technologie comme un levier d'éducation, d'inclusion et de transformation sociale sur tout le continent africain. En Côte d'Ivoire et au Togo, nous avons mis en œuvre des projets concrets avec un fort impact social et environnemental. C'est face à un constat alarmant que notre programme École Zéro Déchet est né. La pollution massive des villes et des villages par les sacs plastiques jetés partout, polluant la nature, bouchant les canalisations et menaçant la santé des populations. Face à cette urgence, nous avons décidé d'agir à la racine en misant sur l'éducation et la responsabilisation des jeunes. Grâce à École Zéro Déchet, nous avons déjà formé plus de 1000 jeunes à la gestion durable des déchets. Ils apprennent à trier, recycler, composter et surtout à devenir des acteurs du changement dans leur communauté. En parallèle, nous agissons pour réduire la fracture numérique. Nous avons formé plus de 500 femmes et personnes vulnérables à l'utilisation des téléphones portables, aux outils informatiques et à l'accès aux services numériques essentiels. Mais nous allons encore plus loin. Avec Femtech, notre hackathon dédié aux femmes, nous offrons une formation pratique au codage, à la création de sites web et au design numérique. Femtech, c'est une plateforme d'émancipation et de valorisation des talents féminins dans le numérique. Nous avons déjà formé 50 ambassadrices Femtech, des femmes engagées qui assurent le relais de nos actions et accompagnent les nouvelles participantes. Nos résultats sont concrets, notre impact est durable et notre vision est claire. Une Afrique connectée, responsable et inclusive. Merci de soutenir Challenge Tech International et de croire, comme nous, au pouvoir de la technologie pour transformer le monde. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, sans plus tarder, nous allons enchaîner sur le colloque Inclusia 2025 et le Gala international de l'innovation responsable. Donc c'est avec une grande fierté et un profond sens de l'engagement que nous vous présentons aujourd'hui l'édition inaugurale du colloque international Inclusia, qui est un événement stratégique dédié à une transition numérique et écologique inclusive, équitable et durable. Organisé par Challenge Tech International, ce colloque se tiendra le vendredi 5 septembre 2025 et réunira près de 260 participants issus des milieux gouvernementaux, diplomatiques, universitaires, associatifs et privés, venus de France, d'Afrique et d'ailleurs. Le colloque Inclusia est placé sous le thème « Inclusion numérique, intelligence artificielle et gestion des déchets électroniques ». Il vise à aborder 3 grands défis contemporains, la fracture numérique, les impacts environnementaux des technologies et les inégalités d'accès à l'innovation, avec une ambition forte, construire des ponts entre innovation, justice sociale et écologie. Les thématiques majeures abordées sont 5. La première, l'inclusion numérique pour tous, un accès aux équipements numériques reconditionnés, la formation des populations marginalisées, en particulier les femmes et les jeunes, l'intelligence artificielle au service du développement durable, dans lequel nous retrouvons les solutions d'intelligence artificielle pour la gestion intelligente des déchets électroniques, les applications responsables dans les services publics, la santé et l'éducation. Nous avons aussi la gestion durable des déchets électroniques, dans lequel nous retrouvons le tri, la collecte, le recyclage, la réutilisation des équipements en fin de vie, mais aussi la promotion de l'économie circulaire dans les filières technologiques. Nous avons aussi le leadership féminin et égalité des chances, valorisation du rôle des femmes dans la tech, l'innovation et l'écologie. La mise en place de réseaux de femmes actrices du changement est un élément majeur.
Et enfin, nous avons le cadre législatif et coopération internationale, dans lequel nous avons le plaidoyer pour des politiques publiques adaptées aux enjeux numériques et écologiques, mais aussi le renforcement des liens stratégiques entre la France, l'Afrique et les organisations internationales. Les résultats attendus de ce colloque, le premier point, c'est l'élaboration de recommandations concrètes pour des politiques publiques inclusives. La création d'un réseau de partenaires engagés pour la transition écologique et numérique, la mise en lumière des innovations africaines et françaises, la promotion des objectifs de développement durable de l'ONU et le lancement de projets pilotes dans les domaines du recyclage, de l'intelligence artificielle, de l'inclusion numérique et de l'entrepreneuriat durable. Alors, sont attendus à ce colloque Inclusia ministres et anciens ministres africains et français, ambassades, délégations étrangères, représentants d'organisations internationales, entreprises du numérique, de l'environnement et de l'innovation, chercheurs universitaires, associations de jeunes et de femmes, partenaires techniques et financiers. Et parmi nos invités spéciaux, nous avons M. Assalfo, donc, du groupe Magic System, des footballeurs internationaux engagés dans la cause environnementale et sociale, Madame Marie Noël, ancienne ministre des Armées de la Centrafrique, qui est présente parmi nous, Monsieur Christophe Giovannetti, président de l'UNF, qui est aussi parmi nous, et d'autres personnalités que nous vous communiquerons plus tard. Alors, le colloque sera immédiatement suivi d'un dîner gala prestigieux, placé sous le thème « Célébrer les femmes leaders de l'innovation durable et numérique ». Les objectifs du gala sont récompenser les femmes d'exception dans les domaines de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de l'économie circulaire et de l'entrepreneuriat responsable, encourager des partenariats stratégiques entre secteurs publics, privés, académiques et associatifs, mettre en lumière des projets innovants portés par les femmes et créer une dynamique de collaboration et de solidarité internationale autour des solutions technologiques durables. Pendant ce gala, il y aura une remise de prix à des femmes leaders dans les domaines de l'innovation, de l'intelligence artificielle, l'inclusion numérique, l'écologie et l'entrepreneuriat, encore une fois. La présentation de 3 projets féminins innovants à des investisseurs et institutions partenaires. La signature de nouveaux partenaires stratégiques. La désignation des ambassadeurs Inclusia. Des performances artistiques et témoignages inspirants. Et une couverture médiatique nationale et internationale. Vous l'avez bien compris, le colloque Inclusia et son gala ne sont pas des événements ponctuels, mais des leviers d'engagement à long terme pour transformer les politiques publiques, stimuler l'entrepreneuriat des femmes avec un accompagnement technologique, renforcer la coopération France-Afrique et répondre concrètement aux objectifs de développement durable. Pour être candidate au trophée étoile de l'innovation féminine, il faut être une femme leader ou avoir un projet engagé, entrepreneur ou actrice du changement dans un domaine lié à la technologie, à l'écologie ou à l'innovation sociale. Justifier d'un impact concret ou d'une initiative innovante. Être disponible pour participer au gala en France, présentiel ou en ligne. Partager les valeurs d'éthique, de responsabilité et d'innovation portées par Challenge Tech International. Pour candidater, il faudra remplir un formulaire en ligne ou envoyer son dossier par mail, dans lequel vous fournirez un CV ou une biographie, une présentation de votre projet ou de l'action menée et tout document justificatif de votre projet. Les candidatures ont déjà débuté depuis le 28 mai 2025 et la clôture sera le 15 juillet 2025. Pour rentrer un peu plus dans le détail dans le processus de sélection, il y aura une analyse des candidatures par un comité d'experts internationaux, une présélection et si besoin des entretiens virtuels, et la remise des prix officiels lors du gala à Paris en présence des partenaires, de la presse et du public. Challenge Tech International soutient la participation des femmes issues d'Afrique
et du monde entier via une lettre d'invitation officielle, un accompagnement administratif pour le visa, une mise en relation avec des hôtels partenaires à tarif préférentiel. Les frais non pris en charge par Challenge Tech International sont les billets d'avion et visa, l'hébergement et la restauration hors programme, et bien entendu l'assurance santé et voyage. Pour les opportunités de partenariat, les entreprises, fondations, ONG et institutions sont invitées à soutenir une lauréate, transport, hébergement, prix financier ou matériel, contribuer au fonds de mobilité étoile, donc permettant la venue de femmes en difficulté, et associer leur nom à un trophée, panel ou un atelier. Une visibilité stratégique est offerte aux partenaires lors du colloque et du gala. Logo, mention officielle, communication digitale et presse. Le montant des frais de participation pour les associations et les ONG est de 550 €. Pour les entreprises et les institutions, est de 1 000 €. Ces frais permettent de soutenir l'organisation du colloque, du gala, ainsi que l'accompagnement des lauréates dans la durée. Ce que comprennent les frais d'inscription, donc la distinction et la visibilité, trophée ou médaille officielle, remise pendant la cérémonie de gala, une mention officielle du titre de lauréate sur CV, LinkedIn et autres supports professionnels, une couverture médiatique complète, donc interview, diffusion dans la presse et vidéos professionnelles. Il y aura un accompagnement post-événement, il y aura un coaching stratégique personnalisé pour l'accès aux financements nationaux et internationaux, un mentorat pour des experts en innovation, avec des experts en innovation, en entrepreneuriat numérique, économique et circulaire. Il y aura aussi un accès à des forums internationaux, appels à projets et événements de haut niveau, et des opportunités de développement, notamment la possibilité de rejoindre un incubateur ou un accélérateur partenaire, d'être une ambassadrice ou ambassadeur du prix. Donc les lauréats pourront représenter le prix Étoile et Challenge Tech lors de futurs événements en France, en Afrique ou à l'international. Aussi, des prestations événementielles sont incluses, donc l'accès au dîner de gala, donc soirée de networking avec personnalité de haut niveau, remise de prix et aussi un spectacle. Accès à l'ensemble du colloque Inclusia, donc conférences, panels, networking, encore une fois. Et un kit de participants dans lequel il y aura un badge, certificat, brochure officielle. Il faudra s'inscrire obligatoirement sur notre site internet, donc www.challengetech.org, et vous recevrez un accusé de réception, une facture, après validation du formulaire. Je le rappelle, la date limite d'inscription est le 15 juillet 2025. Donc rejoignez le mouvement Inclusia. Ensemble, faisons de l'inclusion numérique et écologique une réalité. Soutenons les femmes innovatrices, les solutions locales et les visions globales pour transformer nos sociétés. Donc je vous donne rendez-vous le 5 septembre 2025 au Palais en France. Faites partie du changement avec Challenge Tech International. Inclusia 2025, c'est un appel à l'action. C'est un cri d'unité entre technologie, environnement et inclusion. C'est une plateforme pour construire ensemble une Afrique et un monde plus numérique, plus vert et plus juste. Nous comptons sur votre mobilisation, votre présence et votre voix pour faire résonner l'impact d'Inclusia bien au-delà du colloque. Je vous remercie. Femmes leaders ayant porté des projets de transformation numérique, d'innovation environnementale ou entrepreneuriale. Le prix du partenariat réussi pour une collaboration exemplaire entre différents acteurs contribuant à des résultats concrets dans la transition numérique ou circulaire. Le prix de la start-up durable pour une jeune entreprise proposant des solutions numériques durables, sociales et circulaires. Le prix Média Vert pour un média ou une solution numérique ayant sensibilisé efficacement aux enjeux de l'inclusion et de l'écologie. Les privilèges offerts aux candidats.
visibilité accrue via le site et les supports officiels du gala, citation dans les communiqués de presse et interviews, mise en réseau avec partenaires, sponsors et investisseurs, billets pour le dîner de gala, plus accès à une table VIP pour les finalistes, trophées ou certificats officiels remis lors de la cérémonie, possibilité d'obtenir du financement, du mentorat ou un accompagnement stratégique, présence dans les médias partenaires et dans le magazine officiel du gala, accès à des ateliers spécialisés et ressources du développement. Alors, les récompenses des lauréats. Trophée officiel, couverture médiatique, interview, presse, vidéo, coaching stratégique pour l'accès au financement, mentorat avec des experts, accès privilégié à des forums internationaux, possibilité de rejoindre un incubateur ou accélérateur, ambassadeur du prix. Les lauréats pourront représenter le gala lors d'événements majeurs. Mention officielle du titre de lauréat sur CV, LinkedIn, site professionnel. Éligibilité des projets et processus de candidature. Le public concerné. Entrepreneurs, femmes leaders, start-up, chercheurs étudiants, ONG. Les secteurs éligibles. Inclusion numérique, intelligence artificielle, économie circulaire, environnement, valorisation des femmes. Les critères de sélection, l'innovation, l'impact social ou environnemental, la faisabilité et l'engagement du porteur. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Sébastien Zauzak. Nous avons maintenant le grand honneur et le privilège d'accueillir nos invités d'honneur. Alors, je répète, madame Koyara Marie-Noël, ancienne ministre d'État de l'Agriculture, de la Promotion de la Femme et des Armées de la Centrafrique, et représentante également de la FAO Côte d'Ivoire, Burkina et Cap-Vert. Et M. Christophe Giovannitti, secrétaire général de la DDHU, la Déclaration des droits de l'humanité, et président de l'UNF, Union Nations Federation. Nous écouterons d'abord l'ancienne ministre des Armées de la Centrafrique. Il partagera son regard sur l'importance de l'inclusion numérique et le leadership. Puis le secrétaire général de la Déclaration des droits de l'humanité prendra la parole pour évoquer la dignité humaine et l'inclusion. Nous vous écoutons, Votre Excellence. Oui, je vous remercie. Avant de lire mon discours, je me permets vraiment de présenter toutes mes félicitations et mes encouragements à Inclusia International et à sa présidente ici, présente avec nous. Ces félicitations et encouragements, pour moi, sont orientés sur deux grands thèmes dont on a pu découvrir à travers le documentaire ici. Vos initiatives pour le leadership féminin. Je crois qu'on n'a plus besoin de démontrer aujourd'hui. Quand bien même, dans certaines contrées, on continue encore de penser que la femme a juste un seul rôle, être derrière la cuisine et faire les enfants. Ce temps est dépassé parce que pendant que les hommes sont en train de penser sur comment avoir le pouvoir, mais la femme réfléchit pour voir comment elle doit gérer le monde, comment elle doit pacifier le monde, comment elle doit créer un cadre de société humaine durable. Et quand vous parlez de leadership féminin, ça nous pensez à ça. La femme pense d'abord à ce qui est important pour l'humanité. Merci pour cette initiative. Le deuxième point pour lequel je voudrais encore vous féliciter, c'est ce projet de gestion des déchets. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, nous assistons à des inondations. Où parfois, on a les regards tournés pour dire c'est tel qui n'a pas fait sa mission, c'est tel qui n'a pas accompli sa responsabilité, etc., etc. Mais souvent, nous ne pensons pas à nos actes qui contribuent à cela. Vous voyez comment nous nous permettons de jeter des déchets n'importe comment
les déchets plastiques qui ne se transforment pas au bout de 5-10 ans, mais au bout de des centaines d'années, qui vont boucher les trous. Et après, ces millions de déchets vont boucher les canaux. L'eau ne pouvant plus circuler, on va avoir des inondations. Je ne dis pas que c'est l'unique cause, mais c'est entre autres l'une des raisons qui fait que nous assistons à beaucoup de problèmes d'inondation dans nos pays aussi. Donc vraiment, en abordant ces deux aspects déjà, vous faites œuvre très très utile pour l'humanité. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un immense honneur et une grande fierté de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement du colloque international Inclusia 2025, placé sous le thème porteur « Un pont vers un avenir durable et inclusif ». Nous parlons d'un pont, mais pas d'un mur. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que de plus en plus, il y a des murs qui sont en train de se recréer. On pensait qu'avec la destruction du mur de Berlin, le monde devait aller aujourd'hui vers une intégration. Mais on se rend compte qu'il y a des murs qui se créent encore. Et même parfois dans un même état. Voyons ce qui se passe chez nos frères au Soudan, où une même population est en train de se combattre avec des millions de déplacés, des milliers et des milliers d'hommes. Pour quelles raisons? On se pose cette question. Parfois, c'est des pays contre les pays. Et aujourd'hui, l'actualité nous montre ces murs qui sont en train de se construire dans le monde. Et vous avez choisi ce thème, un pont vers un avenir durable et inclusif. Toutes nos félicitations. Je tiens à remercier Madame Mariam Berité, présidente de Challenge Tech International, pour son engagement sans faille et le soutien exceptionnel qu'elle apporte à cette initiative. Son leadership nous rappelle combien la valorisation de chaque talent, et plus particulièrement celui des femmes et des jeunes, est au cœur de toute construction durable. Cette initiative qui nous rassemble ici, entre l'Afrique et l'Europe, ainsi qu'entre les secteurs publics, privés, académiques et citoyens, illustre parfaitement ce que peut produire une volonté partagée, bâtir des ponts et non des murs, entre les peuples, les idées, les savoirs, les énergies, pour répondre aux défis communs de notre siècle. Permettez-moi, en tant qu'ancienne ministre d'État à la Défense nationale de reconstruction de l'armée de mon pays, la République centrafricaine, et première femme à avoir exercé cette fonction, de vous rappeler ici quelques points. La paix et la stabilité ne sont pas que des questions militaires. Elles reposent sur la justice sociale, l'accès équitable aux opportunités et l'inclusion de toutes et de tous dans la transformation numérique et écologique. Mon expérience à la tête des armées m'a appris que le vrai leadership consiste à écouter et surtout à bien écouter, à fédérer, à créer les conditions d'une confiance partagée. C'est ce même état d'esprit exigeant et solidaire qui doit guider nos travaux durant ce colloque. Je vous donnerai un petit exemple. Quand j'ai été nommé ministre d'État à la Défense pour la première fois, mais c'est à travers les réseaux sociaux que une institution africaine, Institut panafricain de stratégie présidé par l'ancien ministre d'État aux Affaires étrangères du Sénégal, M. Gadio, a appris ma nomination et automatiquement ils m'ont contacté. Madame la ministre d'État, si vous êtes d'accord, on va envoyer une mission pour vous aider. Vous n'imaginez pas que pour moi c'était un trésor, parce que mon pays
était en train de vivre une crise très très grave, la plus grave de son existence, où l'armée a pratiquement disparu. La plupart de nos militaires ont changé leur tenue avec des tenues civiles pour éviter d'être attaqués par des rebelles. Et il fallait reconstruire une nouvelle armée. Donc pour moi, c'était un cadeau d'or que l'IPS m'a offert. Vous voyez, à travers les réseaux sociaux, il s'est créé cette opportunité de coopération ou collaboration sud-sud. Et ils m'ont envoyé une mission qu'ils ont totalement pris en charge, déplacement, frais de séjour et tout. Et après plus de 2 semaines de mission, ben, je me suis vu ragaillardi et j'ai compris que j'étais capable de diriger une armée, quels que soient les défis qui m'attendaient. Et effectivement, cela m'a beaucoup aidé. Et je pense que mes résultats m'ont permis de comprendre l'importance qu'on peut donner à ces genres de communication et qui m'ont permis d'assurer presque 5 ans à la tête d'une armée avec des résultats que beaucoup ont pu apprécier. Aujourd'hui, nous sommes appelés à réconcilier 3 urgences qui sont longtemps opposées. Nous avons l'urgence écologique qui nous commande de revoir nos modèles de production et de consommation. Nous avons l'urgence sociale qui nous oblige à agir pour que personne ne soit laissé de côté dans la transition. Et nous avons aussi l'urgence sécuritaire qui nous oblige à faire appel à nos génies pour créer ce pont autour de la non-violence civile dont le numérique reste la base fondamentale. Et c'est ce que propose Inclusia 2025. C'est vraiment une réponse audacieuse. Une transition numérique et écologique capable d'unifier au lieu de diviser, de relier plutôt que d'exclure. Je salue l'engagement de ce colloque à penser le développement durable en Afrique non comme un rattrapage, parce que souvent c'est l'impression que ça donne. Nous pensons que nous essayons de rattraper quelque chose. On ne rattrape rien. On doit se positionner et commencer une co-construction égalitaire, car notre continent foisonne d'innovations locales, de talents résilients et de savoirs ancestraux basés sur nos us et traditions, capables de relever les défis climatiques, sécuritaires et sociaux. Le numérique peut être le catalyseur de cette dynamique à condition que l'accès aux outils, aux formations et au financement soit garanti pour toutes et tous. Mesdames et messieurs, le monde de demain ne sera ni durable ni circulaire s'il n'est pas aussi profondément juste et inclusif. Je vous invite donc d'ores et déjà à faire de ces journées un véritable laboratoire d'idées et d'actions concertées afin que Inclusia 2025 marque le début d'une nouvelle ère où la technologie et la solidarité marchent main dans la main. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des échanges fructueux et inspirants. Merci. Merci infiniment, Votre Excellence. Nous allons écouter maintenant M. Christophe Giovannetti sur la question de la dignité humaine et inclusion. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Marie-Noëlle Colliara, parce que je pense qu'elle a mis un point d'honneur sur un sujet qui est le numérique pour tous. Parce que seul le numérique pour tous peut créer l'inclusion. Et je dirais que c'est une transition sur la dignité humaine, parce que la dignité humaine, ça a commencé avec les droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est une femme, peu de gens le savent, mais c'est une femme, Eleanor Roosevelt, qui était présidente de la commission de rédaction des droits de l'homme,
qui a œuvré pour ces droits de l'homme. Et pourtant, dès le départ, on aurait pu l'intituler différemment. On aurait pu l'intituler « Droits de l'humanité » si ça aurait été plus simple, parce que ça aurait organisé un petit peu toutes les choses. Mais moi, j'aimerais revenir sur le côté diplomatie et notamment le rôle de la femme dans la diplomatie. Moi, je pense que pour qu'il y ait une dignité humaine, il faut que personne ne soit laissé pour compte. Ça peut partir de la race, ça peut partir de la couleur, ça peut partir de la religion, mais chacun a droit, y compris ceux qui subissent des handicaps, chacun a droit à la dignité humaine et a droit à pouvoir exister en toute quiétude. Mais le rôle de la femme est important. Mais malheureusement, 20% des ambassadeurs dans le monde ne sont que des femmes. Il n'y a que 20% de femmes qui sont ambassadeurs dans le monde. Et je pense qu'il faut voir un problème de société. Est-ce qu'on veut une société où on n'aura que des Erdogan, des Poutine, des Trump, des mâles alpha? Parce qu'il faut appeler ça quelque part. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens le perçoivent. Ou est-ce qu'on a besoin de femmes qui, dans la diplomatie internationale, seront plus à même d'apporter aussi une vision différente, une vision de mère, une vision de femme. Et je pense aussi que, comme l'a dit très bien notre collègue ministre, la femme, elle a un rôle prédominant à jouer, notamment dans la dignité humaine, notamment dans la défense des droits de l'homme. La première ambassadrice femme, c'est paradoxal, était une Russe. Elle était originaire de la Fédération de Russie. Ève Curie, la fille de Marie Curie, qui est une des plus célèbres femmes du monde, était la première ambassadeur pendant la guerre. Elle a fait le débarquement pas de Normandie, de Provence. Merci. Je ne sais pas qui m'a soufflé, mais merci. Et effectivement, et ces femmes sont remarquables. Elles sont remarquables. Et je pense qu'ici, on est à peu près 19 hommes pour 8 femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ces 19 hommes peuvent comprendre aussi, au même titre que les gens, que la femme doit avoir un rôle un peu plus dynamique. Mais pour ça, il faut leur donner du courage. Donc nous, notre vocation, c'est de pousser les femmes qui ont de l'ambition et qui ont peur de parfois prendre un cursus politique, parce que vous savez, on prend des coups quand on fait de la politique. Madame la ministre, elle sait très bien que c'est pas facile. On prend des coups, mais les coups, c'est la mesure aussi des choses qui peuvent être de grandes choses. Et donc, on essaie de faire que ces personnes-là, je vise beaucoup une personne à côté de moi, parce que Marianne, c'est une femme exceptionnelle. À ce qu'a dit Monsieur le Président, il a dit « Nous sommes 19 hommes pour 8 femmes ». Et je voudrais juste lui dire que les 8 femmes peuvent engendrer beaucoup plus que les 19 hommes. Parce que n'oubliez pas que ce sont les femmes qui fabriquent les hommes. Voilà. Donc, oui, alors donc, on m'a présenté. Je suis aussi à la CAF de l'Essonne, où je suis administrateur à la CAF de l'Essonne. Et j'ai été aussi sensibilisée par tout ce que fait Mariam, parce que je suis aussi au conseil d'administration du comité de bassin Seine-Normandie. Donc un petit peu sensibilisée justement à tout ce qui est environnement. Donc, je saluerai Madame la ministre, parce que justement, je crois qu'elle a dit qu'elle était la première. Et toutes ces femmes qui sont des pionnières sont aussi des rôles modèles pour nos filles. Alors, on a dit que je suis présidente de Puissance de Femmes. Puissance de Femmes, c'est quoi? Nous sommes un collectif de femmes, puissantes bien évidemment,
et nous mettons en lumière beaucoup de femmes présidentes d'associations qui font un travail incroyable sur les territoires et qui ne sont pas connues. Donc ce sont nos héroïnes invisibles. Donc nous faisons une tournée dans toute l'Hexagone et peut-être au-delà bien sûr, à la rencontre de toutes ces femmes. Parce que, comme je le disais en préambule, les femmes aujourd'hui, on les conscientise à prendre confiance en elles, prendre conscience de leur puissance, puisque ce sont les femmes qui fabriquent les hommes. Et je dis aujourd'hui qu'il faut déconstruire certains esprits, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Parce que moi je dis que, enfin nous disons que nous les femmes, nous avons 9 mois de gestation et 3 ans pour construire autrement la tête de nos garçons, mais aussi de nos filles. Donc avec Puissance de Femmes, nous travaillons avec le musée d'Orsay, où nous travaillons à travers plusieurs thématiques avec l'art. Donc à travers l'art, nous parlons de l'indépendance financière des femmes, qui est aussi quelque chose de très important pour nous, et toutes les thématiques dont on ne peut pas parler comme ça, parce que ça peut engendrer quelques frustrations ou quelques réticences. Et à travers l'art, nous montrons que nous pouvons aborder toutes les thématiques. Donc voilà. Je voulais aussi, donc quand je parlais de Madame la Ministre, vraiment ces femmes-là nous inspirent. Nous devons les célébrer même, je dirais, les faire connaître. Parce que aujourd'hui, en 2025, nous avons beaucoup de nos jeunes femmes qui n'imaginent pas qu'elles peuvent accéder justement à de hautes fonctions, qu'elles peuvent entamer de grandes carrières. Et ce plafond de verre dont nous parlons, les femmes que nous rencontrons comme Madame la Ministre nous montrent que c'est possible. Et c'est possible aussi ici, puisque nous travaillons, en tout cas nous rencontrons pas mal de femmes qui ont atteint ce plafond de verre. Donc voilà. Je voulais aussi parler de la sororité, parce que comme nous sommes entre femmes, n'est-ce pas, nous sommes 8, mais nous sommes entre nous. Cette sororité dont on parle beaucoup, dont on vénère, souvent elle n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Parce qu'on s'aperçoit que quand un homme cherche un collaborateur ou cherche où il y a une place disponible dans son entreprise, il se retourne vers un homme. Quand une femme a ces opportunités-là, généralement elle ne se retourne pas vers une femme. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Parce que nous devons, quand on parle de sororité, il faut qu'on soit solidaire aussi. Qu'on essaye de s'entraider. Parce que nous ne sommes pas des... on pense toujours qu'on est des rivales en tout. Ben non. Parce que les hommes, ils savent justement. Et c'est ça qui fait que nous, on a beaucoup de mal à accéder à ces plafonds de verre. Parce que les hommes sont solidaires entre eux. Donc c'est toujours, c'est un petit peu ce que, enfin beaucoup plus que les femmes. Et c'est ce qu'on essaie de dire à nos jeunes. Donc je suis aussi présidente d'une association Génération de Citoyenneté et Intégration, où je m'occupe beaucoup des jeunes filles. Et là aussi, il y a tout ce message, tous ces messages à faire passer à nos jeunes filles, parce qu'on parle de nouvelles technologies et on s'aperçoit que nos jeunes filles ne s'orientent pas, ou on ne les oriente pas aussi vers tous ces métiers-là. Et c'est aussi à nous, par le biais d'Inclusia, justement, par le biais de ce forum, pour dire à nos jeunes filles, vous avez aussi votre place. Parce qu'on s'aperçoit qu'à un niveau d'études, les jeunes filles ne s'orientent pas vers ces métiers-là, alors que les garçons, qui ont été souvent un petit peu plus nuls avant, s'orientent largement vers ces métiers. Donc je pense que là aussi, il y a un message à faire passer pour nos jeunes, en tout cas pour nos jeunes filles. Parce que moi, j'en ai vraiment marre de voir que après avoir orienté nos jeunes filles en coiffure, après c'était esthétique, maintenant dans des métiers qui vont disparaître dans quelques années, je crois que là aussi, il y a un gros travail à faire parce que nos jeunes, c'est nos adultes de demain.
Et donc, c'est eux qui vont devoir prendre le relais. Donc, voilà. Donc, nos équipes interviennent à la fois sur le terrain, donc dans les zones de conflit, mais aussi dans les pays d'accueil où les victimes ont trouvé refuge ou sont en exil. Cette double présence nous permet notamment d'accompagner les personnes dans la continuité de leur parcours et au-delà de l'urgence immédiate. Donc, pour garantir un accompagnement de qualité, nous travaillons avec notamment des psychiatres, des psychologues et des professionnels de la santé mentale engagés et reconnus. Leur expertise est notamment indispensable pour soulager la souffrance psychique, mais aussi pour faciliter l'intégration sociale et le traitement des dossiers administratifs dans les pays d'accueil. Donc, dans cette démarche, les nouvelles technologies jouent un rôle central. Donc, d'un côté, elles offrent aux victimes un espace d'évasion, de parole et de connexion, contribuant ainsi à soulager le stress et à rompre l'isolement. Et de l'autre, elles sont un appui considérable pour les professionnels de la santé mentale, les protégeant de la contagion émotionnelle. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, à la téléconsultation et aux applications de soutien psychologique, les membres de MIME sont capables de repérer et de mieux orienter les personnes, d'agir à distance, même dans les contextes précaires ou instables. Donc, ces outils permettent de surmonter les obstacles géographiques et structurels. Ils renforcent notre réactivité, notre capacité d'inclusion et la qualité de nos interventions. Bien entendu, cette transition numérique doit se faire avec responsabilité et en tenant compte des règles éthiques, mais s'ils sont utilisés avec discernement, ces outils ne peuvent que renforcer l'humanité et la dignité de notre action. Donc nous portons une conviction forte, c'est de dire que toute réponse humanitaire doit placer la santé mentale au cœur de ses priorités, et que sans un accompagnement psychologique adéquat, il ne peut y avoir de reconstruction durable, ni individuelle, ni collective. C'est pourquoi MIME s'efforce de bâtir des ponts solides entre les survivants des conflits, les professionnels de la santé mentale et les institutions. En conjuguant donc intelligence humaine, expertise médicale et innovation technologique, nous voulons contribuer à offrir aux victimes un avenir plus stable, plus digne et plus serein. Enfin, dans la continuité de cet engagement, nous organisons en partenariat avec Challenge Tech International un symposium consacré à la santé mentale des femmes dans l'humanitaire qui se tiendra le 30 juin prochain à Genève, et vous y êtes tous chaleureusement conviés. Je vous remercie pour votre attention. Présenter les activités des diasporas en France. Donc, ceci dit, l'inclusion, le numérique, c'est une plateforme pour avancer et surtout créer des ponts entre les deux rives, associatifs ou quel que soit, pour avancer. Je vous remercie. Je suis bien. Merci beaucoup et bravo pour cet engagement précoce. Je n'ai pas parlé des autres casquettes. Avant-gardiste dans l'écologie. Ouais. Et la recyclerie. Madame Adrienne Soundélé, vous êtes présidente de la Fondation Soundélé, société civile engagée et prix d'excellence de la nation de Côte d'Ivoire. À vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour toutes ces personnes de qualité que Mariam me fait découvrir aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Mariam fait quelque chose, je suis présente. Parce qu'elle a toujours des personnes de qualité autour d'elle. Et je prends le mot solidaire que Madame a développé. Et c'est une femme vraiment très solidaire. Bon, je ne vais pas vous parler de ses qualités, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, je rencontre Madame la ministre, Madame Faza. Je suis vraiment très, très émue. Et de mon parcours d'ingénierie en technologie universitaire à l'école ESCP, bon, j'ai fait un parcours universitaire un peu honorifique. Et je me suis retrouvée à la tête d'une association qui œuvre pour le développement
de la forêt, la faune et de la faune en Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvée à la tête de cette association parce que je m'intéresse à l'agriculture, qui est vraiment pour nous, en Côte d'Ivoire, notre vie. Nous sommes très, très agronomes, agriculture, je ne sais pas. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le café, le cacao et les cultures vivrières se sont mis dans la danse. Donc, j'ai réfléchi avec des amis qui sont du métier de la foresterie. On a participé à la création des communes forestières d'Afrique de l'Ouest à Ouaga en 2008 avec l'association des communes forestières de France qui était gérée par un grand frère français, M. Jacques Plon. Et c'est comme ça que tout est parti. J'ai eu une petite idée champ-école. Et je déposais mon fils qui est là, souvent à l'école française Blaise Pascal en Côte d'Ivoire. Et j'ai pensé mon projet champ-école. Et c'est comme ça qu'on a parcouru toutes les écoles. D'abord, c'est les écoles internationales qui ont compris mon projet. Et après, je dis, mais pourquoi ne pas faire un brassage d'enfants de nos écoles africaines et les écoles européennes qui ont un laboratoire équipé pour que les apprenants et les enfants puissent savoir ce que c'est que les bienfaits entre l'eau, l'homme et la culture. Et c'est comme ça que nous avons réussi, en faisant du reboisement, notre levier, et nous avons pu sauver la nappe phréatique qui alimente de l'eau potable dans tous les districts en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Pas à la Côte d'Ivoire, mais à Abidjan. Et on a eu la chance d'être souvent sur le terrain. Je suis une personne avec mon groupe qui aime bien être sur le terrain. Nous avons fait de l'agroforesterie notre levier avec des femmes qui sont dans les villages et on a réussi à faire plusieurs forêts en faisant de l'agroforesterie, c'est-à-dire on leur trouve des semences, par exemple le manioc, et elles veillent sur mes plantations forestières. Et ça a eu beaucoup de succès. Et par tout ce que j'ai fait, j'ai attiré pas mal de personnes dans le reboisement en Côte d'Ivoire. Et j'ai été avec mon groupe d'ingénieurs, bien sûr, parce que moi, je suis autodidacte dans ces choses-là. Et j'ai su me faire entourer par des ingénieurs agronomes et des ingénieurs forestiers. Et c'est comme ça qu'on a réussi. On fait même la réparation des terres. Vous savez que l'orpaillage aujourd'hui en Afrique, c'est vraiment un problème grave. Donc on est dans notre sein, on a des jeunes gens qui font la réparation des sols. Et on a parcouru, on a travaillé avec Yacouba Savadogo du Burkina, l'homme qui fait récurer le désert, qui m'a appris les pratiques ancestrales. Et quand je vois Madame la ministre, j'ai été attachée par M. Lié, par M. Doté, qui a compris, qui était Premier ministre au Centrafrique, qui a compris ce qu'on faisait. Il nous a accompagnés un peu financièrement. Et bon, là, je ne le vois plus. Donc c'est pour dire que Maria m'a fait découvrir. Je l'ai vu travailler sur l'économie circulaire et nous, on a offert un appareil de recyclage au district Abidjan pour le recyclage. Parce que nous sommes souvent sur les plages, je ne fais pas que du reboisement. Et aujourd'hui, en mars, j'ai participé à une conférence internationale sur l'agriculture initiée par le Carrefour des acteurs sociaux et du partenariat euro-africain. Ça a été tenu dans le prestigieux cadre de l'Académie de l'agriculture. J'ai développé comment faire connaître les enjeux du réchauffement climatique à l'importance de l'agriculture et au respect de la nature.
J'ai participé à cette conférence et en Côte d'Ivoire, au Sénat, devant la diaspora, j'ai essayé de développer des actions sur les pratiques du développement durable. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur. Parce que dans le domaine du reboisement, il y a beaucoup de personnes, pas tous, qui font un peu du bling-bling. Et dans ces choses-là, il faut faire le travail sérieusement. Et parce que c'est très important le reboisement. On ne reboise pas pour reboiser. Il y a des pratiques qu'il faut respecter. Et si j'ai pris mon avion et que je suis venue à l'invitation de Mariam, c'est parce que j'étais sûre que j'allais avoir des personnes de qualité en face de moi. Moi, je suis souvent sur le terrain. D'ailleurs, même, j'ai eu une branche d'arbre au passage là, qui m'a tapé sur la tête parce qu'il faut traiter le bois. On fait de l'éladage. C'est un métier pour les jeunes. Parce que les personnes, ils prennent leur douche le matin. Le bois a besoin de ça aussi. Donc, on fait l'éladage et j'ai eu un choc. Et là, aujourd'hui, je fais des injections dans l'œil, mais ça va mieux. Et je voulais vous féliciter. Je voulais vous dire que pour ce que je fais, j'espère que je vais attirer l'attention avec mes projets auprès de ces personnes de qualité que vous êtes, pour que je puisse participer au forum et que je sois peut-être retenu pour avoir un prix. Et je porte un boubou là, que je vais me lever, vous allez voir. Je suis venue avec ce boubou qui est fait au Sénégal. Je suis ivoirienne, mais j'ai porté ce boubou sénégalais parce que c'est le baobab. Le baobab, deux baobabs, la bleue et la rose. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, au Sénégal, un peu partout, les enjeux du développement durable et de tout ce que Mariam essaie de développer est très, très, très important pour nous. Et je suis venue me présenter un peu, vous dire un peu ce que je fais. Et c'est par passion que je fais tout ça. Et je suis passionnée par ce que Mariam développe. Et j'ai sauté dans l'avion. Vous savez comment les billets coûtent aujourd'hui à Air France. Mais venir s'instruire, c'est vraiment très important. Et je voulais dire merci à mon fils qui est là, qui m'a accompagné quand j'apprenais aux enfants dans les écoles. On faisait des pépinières, on avait un projet champ-école, on apprenait aux enfants. Il a fait partie des premières personnes qui ont aimé et ça a contaminé ses autres amis. Et je ne vais pas être longue, je suis là, je suis prête à vous dire ce qu'on fait en Côte d'Ivoire et être témoin de ce que Mariam a fait chez nous en Côte d'Ivoire. Je suis témoin. Et c'est pour ça que je suis venue, comme je l'ai dit auparavant. Je remercie tout le monde ici, je remercie Mariam et je remercie votre temps d'écoute. Et je suis là. Nous sommes en train de préparer un réseau, effectivement, de ramassage d'ordures, tout ça. Je le fais souvent sur les plages en Côte d'Ivoire, avec les ambassades. Et aujourd'hui, notre président de la République, c'est un monsieur qui est en train de nous inciter à ces choses-là, le développement durable. Et pour l'environnement, il en parle tout le temps. Et ça fait qu'il y a des jeunes gens qui sont en train de se construire par toutes ces pratiques-là. Je vous remercie. Merci. C'est pas de la politique, c'est vraiment une réalité. Le chef de l'État ivoirien nous a boosté. Moi, il m'a donné le prix de la nation.
Bravo. Voilà, dans le domaine de Merci infiniment. Voilà. Merci pour votre parcours et d'être venu, d'avoir pris le temps. Vous êtes une femme entrepreneur, vous portez un projet innovant, à fort impact social ou environnemental, que vous soyez une entreprise ou une association, alors ceci est pour vous. Le prix Étoile célèbre les femmes qui innovent pour un monde plus durable entre l'Afrique et l'Europe. Que vous soyez engagé dans l'innovation technologique, l'intelligence artificielle responsable, l'inclusion numérique, le développement durable ou la gestion des déchets, votre voix compte. Candidatez pour le prix Étoile et donnez à votre projet la reconnaissance qu'il mérite. Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et bravo pour l'organisation de cette conférence de presse. Je suis Jean-Célestin Edjangué, je suis sociologue et historien, je suis également journaliste, promoteur du site d'information continue entre l'Afrique et ses diasporas qui s'appelle News Africa 24. Donc c'est le digital. Ma première question va à Madame Berreté, savoir qu'est-ce que ça peut compter en temps, en heures et en difficultés concrètes de mettre en place ce genre de projet qui me paraît tout simplement énorme, mais bien sûr très intéressant. Mais je voudrais évoquer d'abord les difficultés que vous avez pu rencontrer, d'où est venue l'idée et jusqu'à la matérialisation concrète. Ça, c'est la première question. La deuxième question est plus légère. Vous avez cité, alors pas vous, Madame la modératrice a cité dans son propos, parmi les personnalités attendues côté de la scène musicale, on a parlé d'Assalfo. Donc, et elle a parlé de certains footballeurs internationaux ou anciens footballeurs. Est-ce qu'on a quelques noms de ces footballeurs qui seront aussi présents? Voilà mes deux questions. Merci. Je vous remercie pour cette question. L'idée m'est venue parce que quand j'ai fait un constat dans les statistiques, j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de femmes dans le domaine de la tech. Ici en Europe, donc et encore en Afrique, c'est encore plus compliqué. Et en Afrique, c'est encore, il y a encore moins de femmes dans le domaine de la tech. Et le leadership féminin. Les femmes n'occupent pas beaucoup de postes dans les instances. Et quand on est femme, comme vous le savez, quand on vous confie une responsabilité, il y en a qui pensent que vous ne pouvez pas l'assumer parce que vous êtes femme, la place de la femme, c'est à la cuisine. Et souvent en Afrique, ces capacités sont encore plus présentes. Donc, d'où m'est venue l'idée de mettre ce colloque en place. Avec mon équipe ici présente, qui aussi m'accompagne dans cette initiative. Donc, pour moi, récompenser les femmes, c'est de les valoriser. Ça les permet encore plus de se donner plus dans le domaine dans les domaines qu'elles exercent. Donc, voilà la raison pour laquelle on a mis cette initiative en place. En ce qui concerne les temps, les difficultés en général. Quand on organise un événement, il y a toujours des difficultés. Quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas le temps qu'on y consacre. C'est ça. Donc, en tout cas, il faut s'y prendre quand même longtemps en avance. Les footballeurs. Et les footballeurs, c'est ça qu'il veut savoir. On ira à Debayor. Et on aura d'autres footballeurs qu'on vous communiquera. Et puis, il y aura le lead Assalfo des Magic Systems aussi qui soutient nos projets, qui veut soutenir les femmes dans ce domaine. Merci. Madame Kamal, Madame, celle qui était là. Oui, elle a parlé des activités de la diaspora, donc nous aurons besoin d'elle. Mais ma question est celle-ci. Nous avons écouté M. Giovannetti et beaucoup d'autres ici, et même Madame, Son Excellence la ministre. On dirait qu'il y a une sorte de promotion de la femme. Que la femme, je dirais même pour être bref, on dirait qu'on fait un peu du féminisme. C'est un mouvement actuel.
faire la promotion de la femme. Mais on dit aussi que derrière un grand homme, il y a une femme. Et vous avez parlé de gouverner comme mère, etc., mettre la paix sur la terre. Prendre même la place de Poutine, mettre une femme à la place de... Est-ce que ce ne serait pas une certaine discrimination? Parce que les femmes ont tous les droits aujourd'hui. Elles ont droit aux études. Et on peut les laisser faire leur choix ou leur imposer des choix. Elle veut être mécanicienne, ben, il y a des études pour ça. Elle veut être ce qu'elle veut. Est-ce que nous sommes dans une sorte de promotion de la femme qu'on pousse à faire des choses auxquelles elle ne pense pas, surtout au détriment des hommes, parce que les hommes doivent partir. Nous sommes dans un féminisme engagé, là. Oui. Oui, c'est une... Ici, en Afrique, c'est pas du féminisme. Ça dépend de féminisme à la française, non. Mais il faut un mouvement d'engagement pour les femmes, parce que les femmes ont besoin d'être soutenues. En Afrique, beaucoup plus, parce que par l'autonomisation des femmes, il faut encourager les femmes à prendre leur destin en main. Parce que la femme éduque. Et la femme, elle n'est pas pour la violence, elle est pour la paix. C'est ça, c'est les ODD. C'est pas le féminisme à la française, c'est le féminisme vraiment d'une société patriarcale. Moi, je porte à cœur le leadership féminin. Donc, quand on me parle de féminisme, non. Est-ce que vous avez entendu parler de féminicide pour les hommes? Ce sont les femmes qui sont violentées, ce sont généralement les femmes. Ok, il y a des hommes, mais ils sont minoritaires. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement pour les femmes. Parce que, quel que soit qu'on fasse, quoi qu'on fasse, ça reste toujours, on doit faire plus, surtout en Afrique, dans nos sociétés patriarcales. Donc, il faut créer une synergie de société civile pour promouvoir la condition de la femme. Ça me tient à cœur, hein, le leadership. Nous sommes d'accord. Une dernière question. Il faut passer par l'autonomisation des femmes. D'accord ? Si je peux me permettre de vous répondre. Ah, ok. Moi, j'ai fait une conférence au Caire le 18 décembre 2024, dans laquelle c'était la résilience, le thème. Et je l'ai fait dans l'université du Caire devant 1500 étudiants. Il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes garçons, c'était très anonyme, mais vraiment. J'ai posé la question de savoir, parmi les hommes, qui étaient ceux qui avaient envie de créer un destin politique. Toute la salle s'est levée. J'ai demandé aux jeunes filles qui étaient celles qui voulaient faire un destin politique. Il n'y en a aucune qui s'est levée. Et j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit, nous, on fait des études, on nous pousse à faire des études, mais on nous pousse à nous faire des études que dans un but, c'est effectivement de penser qu'on n'est pas capable de diriger un pays. Et moi, je trouve ça triste, parce que quand vous dites qu'ils ont la liberté, c'est vrai, ils ont la liberté d'être mécanicienne, ils ont la liberté d'être pharmacienne, ils ont la liberté d'être mère au foyer, ils ont la liberté de tout. Mais le politique, c'est-à-dire diriger un pays, elles n'en ont pas la possibilité. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Et je pense que le système qu'elle a expliqué très bien, je suis mille fois d'accord avec elle, on doit donner la liberté à toutes les personnes, qu'elles soient femmes, mais hommes. Moi, je ne suis pas pour que si une femme elle n'est pas compétente, qu'on lui donne une priorité. Exactement. Je ne vois pas le pourquoi. Et pourquoi on ne lui donnerait pas la priorité si elle est compétente? C'est ça que je veux dire. Et quand vous avez des femmes je m'excuse, mais qui sont un peu soumises, à une idée qu'il faut être voilé, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut être comme ci, comme ça, bah malheureusement, on ne leur favorise pas l'émancipation. Et moi, je trouve que on doit le combattre. Que ce soit les hommes, les femmes et tout ça, on doit le combattre. Parce qu'on doit leur laisser la liberté de choix. Surtout, d'être capable de devenir
Moi, je crois à la diplomatie féminine. Je crois qu'en ce moment, si on avait des femmes qui étaient au pouvoir, regardez sérieusement, la pauvre présidente de la communauté européenne. Non mais vous l'avez vu la dernière fois au G7, elle descendait, elle remontait l'escalier, elle était paumée, tellement elle est seule. Elle est seule dans un monde dur, de diplomatie dure. Quand vous voyez un président de la République qui dit, le président des États-Unis, qui dit quand même, on le tuera peut-être, mais je n'ai pas encore décidé, en parlant d'un autre chef d'État, mais c'est dans le droit, c'est un crime de guerre. Donc il est en train de dire qu'on va faire un crime de guerre. C'est cette période qui m'incite à dire qu'on a vraiment besoin d'une diplomatie féminine. Et j'en suis, mais alors, intimement convaincu. À la place qu'il faut. Et si c'est une place qu'une femme doit occuper, elle doit être là, parce que son leadership peut apporter d'autres résultats que ce qu'un homme peut faire. Vous avez, bon, je ne cite pas le pays, mais il y a un des pays de l'Afrique centrale, je vous parle des années 90, c'est pas loin. J'étais ministre des Affaires sociales, on a organisé en Centrafrique une conférence des femmes ministres. Mais une des collègues d'un des pays ne pouvait pas venir parce que jusqu'à ce moment, pour qu'une femme, même une femme d'un certain niveau de décision, pour qu'elle parte en mission, il fallait l'accord de son mari. Donc, cette collègue n'a pas pu venir à cette conférence que nous avons organisée, conférence internationale, parce que son mari n'était pas au pays et n'avait pas donné son accord. Donc, vous voyez que ce n'est pas une discrimination. Je vous donne un deuxième exemple. Quand j'étais à la Défense, j'ai dit que mon pays était en crise et tout, il y avait la rébellion, etc. Il y a eu plusieurs négociations dans les pays voisins qui ont essayé de nous aider. Et on devait conclure au pays par un forum, avec un forum de réconciliation nationale. Les groupes rebelles ne voulaient pas y aller parce qu'on devait aborder les sujets de désarmement et puis de démobilisation, etc. Donc, ils étaient catégoriques, ils ne voulaient pas y aller. J'ai fini dans les négociations à les convaincre, ils sont venus. Donc, il y avait les Nations Unies qui étaient là. Quand il y a les crises, il y a les missions de paix qui étaient là et tout, les ambassadeurs, etc. On a commencé une partie de négociation avec ces groupes armés. Après 30 minutes de négociation, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont levés, ils ont bloqué les portes. Ils ont dit que personne ne doit signer l'accord pendant cette négociation. S'il y a une personne qui signe l'accord, ils vont faire sauter la salle. Ils nous ont bloqués dans la salle. On se regardait. Quelques temps après, les ambassadeurs ont dit, mais ça ne vaut pas la peine, on n'a qu'à arrêter. Certains commençaient à plier leurs affaires. Le représentant des Nations Unies, il a dit, ça ne vaut pas la peine d'insister. Il s'est presque levé pour sortir. Je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes impatients? Attendons, nous sommes venus négocier, il faut qu'on se donne le temps. Allons un peu plus loin, même si on n'a pas de résultats, mais il faut qu'on prenne le temps qu'il faut. Et c'est là où je reviens sur le rôle des traditions. Parmi les groupes rebelles, il y a un qui est originaire de ma région. Et dans ma région, on ne doit pas désobéir aux ordres de la maman. Sinon, la maman peut vous maudire. Et ça, on le respecte vraiment à la lettre. Alors, j'ai essayé de réfléchir dans la salle et je l'ai fixé, lui directement. Je lui ai dit, mais écoute, toi tu es mon fils, oublie ce que nous sommes en train de faire ici. Est-ce que c'est normal que toi, tu te permets de désobéir et de refuser une négociation pour la paix, pour sauver des vies humaines, que moi, ta maman, je suis en train de négocier? Il me regarde dans les yeux, il baisse la tête. Après, il appelle celui qui avait les textes de l'accord. Il dit de lui amener l'accord. Et il a signé. Dès que lui, il a signé, tous les autres groupes rebelles ont signé. Et on a compris que son groupe de rébellion était le groupe le plus puissant. On a compris qu'il était le plus puissant. J'ai juste utilisé ce terme pour dire que tu ne dois pas désobéir à ta maman.
Je parie ma tête qu'un homme n'aurait jamais pensé à ça. Hein? Vraiment, on peut parier ce que vous voulez, mais un homme n'aurait jamais pensé à ça. Je vous remercie. Comment on peut mettre de côté comme ça cette moitié de l'humanité, mais qui est à l'origine des hommes? Les femmes disparaissent, ben, l'humanité disparaît. Donc à un moment donné, il faut aussi, comme Madame la ministre parle de ce respect de la maman, c'est un petit peu ce qui disparaît aujourd'hui parce que malheureusement, nous avons des jeunes qui ne respectent plus personne. Et je trouve que c'est ce rôle de maman. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, beaucoup de femmes doivent saisir ces instants de la gestation du bébé et des 3 ans dont le bébé est accroché à la jupe des mamans, hein, excusez-moi messieurs, c'est comme ça, pour construire un autre esprit, un autre état d'esprit en tout cas. Parce que ça c'est important. Le jour où on aura cette moitié de l'humanité qui va être aussi respectée que l'autre, c'est ce que je demande, hein. On ne demande pas qu'on soit plus ou qu'on soit moins, qu'on se mette sur ce pied d'égalité puisque nous sommes tous les deux des humains. Nous sommes humains tous les deux. Et pour en rebondir par rapport aux hommes, nous, à l'association Génération 2, on a créé ce qu'on appelle le groupe des pères. Le groupe des pères, c'est un espace de parole pour les hommes. Parce que les hommes sont venus nous voir et nous ont dit, vous faites plein de choses pour les femmes. Les femmes peuvent parler dans plein d'instances et nous n'avons pas d'espace de parole. Donc, nous avons créé cet espace de parole pour les hommes. Donc, c'est un peu les hommes parlent aux hommes et celle qui pilote, puisque c'est une femme qui pilote ce groupe de pères, qui veut dire que nous devons être ensemble. Nous devons absolument être ensemble. Et nous sommes dans ce pays, la France, où on entend beaucoup, qu'on dit souvent, où sont les pères? Surtout quand on parle de la 2e, 3e, voire même maintenant la 4e génération, on dit, mais où sont les pères? Les pères ne sont pas là, on ne les voit pas. Donc on leur dit, mais écoutez, les pères, quand on va les chercher, ils sont là. Hein. Donc nous, on a ce groupe des pères, et ce sont des papas, qui aujourd'hui sont reconnus, ont une formation, sont reconnus, leur formation a été, les diplômes ont été délivrés à la préfecture, parce qu'il fallait vraiment que ce soit quelque chose d'officiel. Et ces papas viennent en complément dans une famille s'il y a un manquement. Donc ils peuvent accompagner déjà leurs enfants, mais aussi n'importe quel enfant qui a besoin d'un accompagnement, qu'il ait un père ou pas. Et nous avons réussi que le 14 juillet, le 31 décembre et toutes ces dates où les voitures brûlaient, où il y avait énormément de problèmes dans nos banlieues, nous avons réussi, avec ces papas référents, à canaliser tout ça. Donc vous voyez, donc on a été chercher les hommes, ils sont à côté de nous, nous sommes à côté d'eux, pour que nos enfants, justement, puissent grandir très bien et qu'on les emmène au plus haut. Donc les hommes ont leur part, les femmes ont leur part et nous sommes complémentaires et c'est comme ça que nous allons faire du bon boulot pour l'humanité. La précoloque dans l'inclusion, l'IA et tout ça. Est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement? Monsieur l'a suggéré, mais je voudrais plus développer ça, ce côté-là. D'accord? Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur un gros projet. Donc pour le moment, on ne peut pas donner forcément les détails. Mais ce projet-là s'inscrit dans une dynamique qui va permettre d'accompagner à grande échelle, dans les pays d'Afrique, mais aussi ici, à la construction d'un grand centre de formation pour les femmes défavorisées sur les sujets de l'inclusion numérique, l'intelligence artificielle. Donc on a commencé à travailler sur des solutions d'accompagnement automatisées avec un programme qui a été éprouvé dans différents pays. Donc je pense que dans les semaines à venir, on vous donnera plus de détails sur cette partie. D'accord. À but lucratif ou non lucratif? Ou les deux? Oui, c'est à but lucratif. Lucratif, d'accord. Vous n'avez pas le volet non lucratif, peut-être accompagner les associations dans ce sens? Développer ce volet? Oui. On y pense. On pourra signer des partenariats avec des associations. Oui. Complètement. Oui. J'espère avoir répondu à votre question. D'accord, merci. Super. Madame, vous voulez intervenir depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Attendez, je vous donne le micro. J'allais le faire. Là, non, oui, celui-là. Voilà. On vous écoute. Bonjour.
Micro. Ok. Bonjour. Je viens presque de connaître ce projet. Et je trouve vraiment très intéressant. Et la présentation qui a été faite aussi ici, c'est important. Et je suis vraiment très contente d'y être pour appréhender mieux ce qui est en train d'être construit autour de nouvelles technologies et l'idée d'inclusion des femmes et de l'Afrique dans ce développement numérique. Cependant, je ne suis pas venue pour prendre la parole. D'ailleurs, je n'étais même pas invitée. Je m'invite à prendre la parole. Et je ne vais pas dire que je suis venue faire une présentation grande. Je viens de São Tomé et Príncipe, seulement pour dire. J'ai déjà eu ici des rôles de représentation assez importants dans l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai représenté mon pays. Et j'ai travaillé aussi dans une organisation comme l'Union latine intergouvernementale. Cependant, j'ai pris la parole seulement pour attirer l'attention sur un fait. On parle souvent de l'Afrique, et là on a parlé un peu de la femme en Afrique, et je voudrais attirer l'attention que l'Afrique est quand même plurielle. Et la situation de la femme n'est pas la même partout. Il y a le cas où la femme est beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante, et on doit tenir compte des aspects culturels, traditionnels et religieux. Il a, comme a dit Fazia, il y a vraiment des pays où la femme doit être motivée, cherchée, qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts que d'autres. Il y a des pays où les femmes sont conscientes de ces valeurs, ils savent qu'est-ce qu'elles veulent, et elles, de façon, parce que je comprends la préoccupation de ce monsieur à côté, c'est cette idée qu'on doit pousser la femme. Je pense que la femme aussi, elle peut très bien trouver ses objectifs et aller à l'encontre de ses objectifs. Et ça, c'est en train d'être fait. Il y a des pays où ça se passe beaucoup plus volontaire. En disant cela, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup plus de problèmes. Mais moi, en particulier, je suis beaucoup plus aussi... je fais toujours attention à cette idée de victimisation constante de la femme. Non, je ne me vois pas, et je ne vois pas les femmes de mon pays, et nous, les femmes, on doit se poser hors de cette idée de victimisation. Il faut que nous soyons et nous nous voyons comme personnes, et aussi comme des acteurs sociaux. C'est ça mon point de vue, et c'est avec ce point de vue aussi positif que nous devrions entamer ce dialogue avec les femmes. Merci. Disparu Purel et BZDTV, Radio Passion Culturelle aussi et d'autres médias en freelance. Et je suis aussi, dans la vie aussi de tous les jours, je travaille dans le numérique, comme conseiller numérique à la ville de Paris. Donc le sujet m'intéresse à juste titre. Et j'aimerais dire félicitations aussi pour l'initiative. Alors ma question, c'est juste savoir pourquoi Paris, pourquoi avez-vous choisi la place parisienne pour l'événement du 5 septembre 2025, et pourquoi pas dans un pays africain. Et puisque vous parlez des femmes, pourquoi, j'ai lu le catalogue, pourquoi vous n'avez pas associé les traditionnalistes africains, puisque la culture, comme le disait la dame tout à l'heure, en Afrique, il y a plusieurs Afriques, et puis le côté culturel en Afrique par rapport à la femme. On sait qu'historiquement, en Afrique, les femmes, c'est une société beaucoup matriarcale. Moi, en Afrique, je sais que les femmes, les mamans jouent un rôle important, mais c'est peut-être une importance un peu discrète, en fait. En Afrique, les femmes sont puissantes, mais dans la discrétion. Bon, c'est ce que moi, je sais un peu de la tradition africaine. Elle n'affiche pas les puissances, mais souvent dans la chambre, même dans les familles royales, il y a la reine-mère, qui est plus importante même que le roi. Donc, les femmes ne sont pas aussi écrasées que ça en Afrique. Donc, je pense que c'est un problème culturel. C'est un peu opposé à la tradition européenne, qui est beaucoup plus patriarcale. En Afrique, c'est beaucoup matriarcal. Bon, même si ça commence à disparaître, plus ou moins. Et donc, c'était un peu ça, ma question. Merci. Nous sommes basés en France. Et le Sénat, c'est parce que c'est une institution de prise de décision. Et on aurait pu le faire en Afrique, mais nous avons lancé une communication dans plusieurs pays africains. On a même eu une conférence de presse à Abidjan et au Togo pour parler de l'événement. Donc on a associé plusieurs organisations des femmes en Afrique. Et concernant, il y a quelle d'autres questions? C'était les deux, hein?
Oui, l'association des traditionnalistes africains, dans les chefs traditionnels ou des chefs religieux, culturels, à votre événement éventuellement? Oui, parce que quand on a fait le lancement dans ces pays, on a invité les représentants des organisations, des chefs, qui sont représentés par des femmes. Donc c'est l'Afrique qui s'invite à éventuellement, Paris. leur présence à l'événement du 5. Est-ce qu'il y aura des représentants? Oui, il y aura des représentants, oui, traditionnels africains? Oui, des femmes représentants, même des hommes qui soutiennent aussi les femmes. Ils seront présents. Mais traditionnalistes, des chefs coutumiers? Les chefs coutumiers qui soutiennent les femmes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne soutiennent pas les femmes alors? Je ne sais pas moi. Si il n'est pas contre l'idée, il peut venir. Toujours, ils sont la bienvenue, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis, on aura l'occasion de faire ce colloque dans d'autres pays africains et dans d'autres pays européens. Mais sa question, elle est intéressante, parce qu'en fait, elle amène le côté traditionnel, il amène un côté traditionnel, culturel, qui est non négligeable. Mais nous, vous avez mis un mot qui était mal adéquat, c'est-à-dire vous avez dit opprimé. Nous, on ne dit pas que les femmes sont opprimées. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles aient la possibilité de s'exprimer et de pouvoir montrer leur ambition. Nous, on ne parle pas d'opprimer ou de... C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut dire. Nous, là, je rejoins Madame de Sao Tomé quand elle dit il y a une victimisation. Mais on n'est pas dans le cadre d'une victimisation de la femme. Nous, on veut juste qu'on parle d'équité. On parle de droit d'humanité et on parle que les femmes doivent avoir le même droit qu'un homme à compétence égale. Pourquoi elles ne seraient pas au pouvoir ou pourquoi elles ne seraient pas à la tête d'une entreprise? Pourquoi elles ne pourraient pas... Vous avez des femmes qui ont des compétences, mais il n'y a pas des Marie Curie tous les jours. Tous les jours, il y a des femmes qui sont compétentes. Nous, on ne parle que de ça. On ne parle pas d'opprime. Opprimer, ce n'est pas notre sujet. Mais quand vous parlez de valeurs traditionnelles, et par exemple de chefs coutumiers ou de tradition, moi je trouve qu'il faut absolument les inviter, et même s'ils ne sont pas pour disons, l'émancipation trop ouverte de la femme, il faut les écouter. Moi je pense que c'est primordial. Ben oui. Oui, en fait, c'est deux cultures qui s'opposent, parce que là-bas, la femme est puissante, mais plus dans la discrétion. En Afrique, dans le système occidental, elle exprime vraiment ouvertement au grand jour sa puissance. Ici aussi, la femme est très puissante, même dans la discrétion. Regardez notre président. C'est mal vu d'être mis en avant pour une femme. Non. Oui, bon, comme je dis, il y a plusieurs Afriques en fait. Bon, je ne suis pas dans les familles royales en fait. Oui, merci. Je voulais tout simplement dire que ce n'est pas le paraître qui démontre qu'on est un bon leader. On peut être un bon leader dans la discrétion, mais ce n'est pas le paraître. Notre discussion m'amène à faire une proposition à Madame la Présidente, si c'est encore possible. En Afrique, on a eu des femmes leaders dans notre histoire dont on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, il y a la reine, de l'Angola, la reine mère de l'Angola, qui gouvernait tous les pays de l'Afrique centrale, depuis l'Angola, le Congo, le Tchad, la RCA, etc. et tout. Oui. Donc, peut-être qu'on peut chercher, on peut trouver certaines de ces femmes-là qui sont des références. Hein, et elle, la reine de l'Angola, j'ai lu son histoire, je trouve qu'elle a vraiment bien gouverné pendant son époque. Donc on peut voir dans notre histoire et voir quelles sont certaines régions, parce qu'à l'époque, ce n'est pas des pays, hein, c'était des régions. Oui, c'était les grands royaumes, combien on en avait et quels sont les pays dont étaient issus ces reines, et éventuellement inviter
les présidents de ces pays. Par exemple, est-ce que c'est possible d'inviter le président de l'Angola, même s'il décline, il peut désigner quelqu'un éventuellement, parce que c'est une manière de rendre hommage à la reine mère de l'Angola, par exemple. Donc, je voulais faire cette proposition. Si vous pouvez essayer de fouiller encore un peu pour voir s'il y a d'autres reines au niveau de l'Afrique, et on va inviter leur pays de référence à la soirée du 5 septembre. Merci. On a encore le temps, merci. Je peux proposer, comme madame de la Côte d'Ivoire aussi, là-bas il y a eu la reine Poko. Oui, la reine Poko. Il y a aussi le royaume de Koumassi au Ghana. Il y a une reine qui est très puissante. Il y a la Oui, on regardera du côté de la Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a la présidente du Sénat qui sera présente au Palais du Luxembourg. Elle est la première femme présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire et elle est aussi présidente des sénateurs africains. Donc, vaut mieux voir plus les airs culturels que de voir les pays, moi je pense. Parce que par exemple, par rapport à ce que j'ai dit, la reine, beaucoup vaut mieux voir l'air à Caen, par exemple. Jusqu'au Ghana, même au Togo et tout ça. D'accord, on regardera et puis on enverra les invitations. Non, les pays peuvent prendre en charge, les pays peuvent être partenaires. Ça pourrait être une contribution de leur pays aussi. Oui. De toutes les parties prenantes, partenaires, institutions, médias. Votre soutien est essentiel pour faire de cet événement une réussite et construire ensemble la future numérique, inclusive et durable. Monsieur Sissouma. Merci. Merci madame de me donner la parole. Je tiens à remercier madame Berreté d'avoir associé l'association Élite dans cette organisation parce qu'effectivement, nous, Élite, nous sommes une association de la diaspora africaine qui fait la promotion de l'excellence académique et professionnelle au service du développement de l'Afrique. Donc nous, on s'est dit, en fait, en tant que jeunes Africains, ayant eu accès à un certain niveau de formation et aussi un certain niveau professionnel, il fallait qu'on apporte quelque chose à l'Afrique. Donc on a décidé de se fédérer en énergie et apporter des solutions vraiment efficaces. Puisque lorsque nous fédérons les énergies sont forcément disparates. Dans ce qu'on a fait, on a créé 9 clubs au sein de l'association, le club numérique, le club éducation, le club économie, le club R2SE, c'est-à-dire responsabilité sociétale, santé et environnement. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en partenariat avec Mme Berreté dans l'organisation de son événement sur l'inclusion de la femme et aussi en lien avec le développement durable. Donc nous sommes très très fiers de participer à cet événement. Et qu'est-ce que je voulais dire sur mon avis sur l'inclusion de la femme? Je pense qu'il faut analyser les choses, comme on dit en mathématiques, il faut faire un raisonnement par l'arc sud. On doit se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une problématique ou pas? Une fois qu'on répond à cette question, on dit qu'il y a une problématique, effectivement, il faut avoir des solutions. Donc la solution la plus efficace qu'on trouve aujourd'hui, c'est créer de la parité. C'est amener les femmes à se positionner sur des postes de niveau. C'est vrai que quand on crée la parité ou qu'on crée les quotas, effectivement, ça peut casser certains hommes, ça peut amener à discriminer certains hommes, mais dans tous les cas, il faut trouver une solution. Donc pour le moment, moi je pense que la solution adaptée aux quotas est une solution pour le moment efficace. Et au fur et à mesure, avec l'évolution des choses, les choses deviendront vraiment normales. Si vous remarquez, la question est vraiment très très systémique. Hein. Ce n'est pas une question qu'on peut analyser de manière vraiment très très simpliste. On a été dans le monde dans un système patriarcal depuis des années et des années et des années et des années. Les enfants, on a reçu des éducations depuis tout petit avec une mentalité qui est venue tellement scotcher dans notre tête que nous-mêmes inconsciemment, on discrimine la femme sans le savoir. Donc pour éliminer tous ces éléments, il faut vraiment avoir des actions fortes. C'est pour ça que je salue cette initiative et aussi pour le moment les initiatives qui sont déjà lancées aujourd'hui. Maintenant, je tiens vraiment à remercier toute l'Assemblée aujourd'hui, ici présente et les panélistes pour ce que vous avez dit. Et j'ai trouvé ça très très apprenant et j'ai beaucoup appris. Je vous remercie. Merci.
Et pour conclure cette conférence, nous donnons la parole à Madame la Présidente, initiatrice du projet de Challenge Tech International pour le colloque Inclusia 2025 et le Gala de l'innovation. On l'applaudit bien fort. Je tiens à vous remercier chaleureusement, chacun d'entre vous, pour votre présence, votre attention et votre engagement. Un remerciement tout particulier à nos invités d'honneur pour leur intervention inspirante. Nous comptons sur votre soutien, vos relais auprès des médias et des réseaux sociaux, ainsi pour votre engagement pour faire de cet événement un succès retentissant. Je vous remercie. Merci à tous. Bonjour tout le monde, donc merci pour cette conférence de presse. C'est toujours un plaisir de pouvoir y participer pour toutes les thématiques qui sont très intéressantes qui ont été discutées et qui seront davantage discutées et détaillées le 5 septembre dans le colloque. Donc nous sommes MIM, médiateurs internationaux multilingues, l'ONG qui est partenaire de cet événement, et au plaisir de vous revoir et d'échanger à l'avenir. Alors bonjour, Mohamed Sissouma, président de l'association Elite. J'ai été très ravi de participer à ce lancement de l'événement de Madame Berreté, qui a été un lancement vraiment intéressant, très productif en thème de panélistes. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment nous avons parlé de l'inclusivité de la femme, l'inclusion de la femme dans la société. C'était un débat très intéressant, mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut faire vraiment quelque chose d'efficace. Ces initiatives comme celle prise par Madame Berreté et son équipe. Et j'en suis très ravi d'être ici en tant que président d'Elite et en tant que partenaire de l'événement. Je vous remercie. C'est un très bel événement. J'espère que beaucoup de personnes de la diaspora et même les autres seront intéressés pour ce colloque qui s'annonce vraiment grandiose. Les thèmes abordés sont des thèmes, je dirais, quasiment vitaux pour ce qui nous attend en matière de numérique, puisqu'on voit bien que ça, c'est l'avenir du monde qui est en jeu aujourd'hui. Donc évidemment, j'espère que ce colloque, ce que Mariam a mis en place, va être un très grand succès, parce que vraiment, nous en avons besoin sur le continent africain, mais aussi quasiment dans tous les pays du monde, puisque la marche vers l'avenir est en avant.